Ah, le catch. Une passion pas banale, certes, mais qui m'anime pourtant depuis plus d'une décennie maintenant. Un divertissement sportif souvent moqué, stéréotypé, et clairement pas jugé à sa juste valeur. Mais l'idée ici, ça va pas être de forcément défendre ce sport spectacle, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Non, ici je vais revenir sur la représentation du catch au cinéma. Discret sur grand écran, mais pourtant utilisé dans tous les genres possibles depuis plus de 70 ans. Mais avant ça, laissez-moi rapidement vous parler du partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec CyberGhost VPN, les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot, et également l'un des VPN les plus recommandés sur de nombreux sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et le Journal du Geek. Avec CyberGhost VPN, toutes vos activités sur internet passent par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. En gros, lorsque vous vous retrouvez dans un café, une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de Wi-Fi n'est pas super sécurisé. Et un VPN vous permet justement de protéger vos données perso. Leur réseau privé vous permet également de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. Par exemple, Netflix US a 40% de contenu en plus que le catalogue français. CyberGhost VPN vous permet donc d'avoir accès à ce contenu sans limite. Vous naviguez sur internet sans la moindre restriction et en toute sécurité. Sachez également que CyberGhost VPN ne collecte pas et ne partage pas vos données. Ainsi, personne, y compris CyberGhost VPN eux-mêmes, ne sauront jamais ce que vous faites en ligne. Vous bénéficierez donc d'une confidentialité totale. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter votre entourage, et il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android, etc. Donc n'hésitez pas, avec le lien dispo en description, vous aurez accès à une incroyable réduction de moins 84%, soit 1,94€ par mois, en plus de 4 mois gratuits. Et pour couronner le tout, ils ont une garantie 45 jours, satisfait ou remboursé, et un support 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors il n'y a pas de risque d'essayer, et au pire vous êtes remboursé. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description pour les intéressés. Le catch a été représenté de bien des manières au cinéma. On l'aperçoit déjà dans les années 30, chez John Ford notamment, dans Une femme sur 20, en 1960 dans L'œil sauvage aussi, de manière pas très subtile dans Les Bleus en 1981, avec le sempiternel catch féminin dans la boue. Chez les frères Cohen en 1991, dans Barton Fink, où un jeune auteur de pièces de théâtre se voit confier comme mission d'écrire un film sur le catch pour un studio hollywoodien. Et évidemment, personne n'a oublié le combat en cage entre Bonesaw, interprété par le macho-man Randy Savage, et Spider-Man, dans le film du même nom, réalisé par Sam Raimi. Notre OSS 117 national qui se bat contre un luchador nazi. J'aime me battre. Mais aussi Men on the Moon, le biopic d'Andy Kaufman en 1999, qui se devait bien entendu d'évoquer cette période de sa vie où le comédien se prenait pour le premier champion du monde de catch mixte. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Andy Kaufman est un acteur et artiste américain qui s'est fait connaître pour son humour décalé et ses controverses. Kaufman a toujours été admiratif de ce business, et la manière dont il a eu de gérer sa carrière et son image auprès de ses fans se rapproche beaucoup du catcheur. Au début des années 80, le catch conserve encore ses secrets. Beaucoup pensent que ce qui se passe sur le ring, c'est vrai. Et le kayfabe joue beaucoup sur la vision du public. Le kayfabe, c'est un principe simple qui permet au catcheur de rester dans son personnage même en dehors du ring. Par exemple, s'il y a une rivalité entre deux catcheurs, et même s'ils s'entendent dans la vraie vie, on ne doit pas les voir ensemble en dehors du ring. On ne doit pas les voir dans un restaurant ou dans une soirée mondaine, parce que justement ça casserait le kayfabe. Et les gens ne croiraient plus en leur rivalité. C'est quelque chose qui s'est perdu de plus en plus par la suite, forcément avec l'avènement d'internet et des réseaux sociaux, mais au début des années 80, c'était primordial. Les catcheurs devaient rester dans la peau de leur personnage en public, qu'il soit dans le ring ou en dehors. Andy Kaufman, en tant qu'humoriste, a lui aussi entretenu le kayfabe avec son public, passant son temps à les duper avec ses nombreuses mises en scène et restant très souvent dans la peau de ses personnages. À tel point que l'un d'entre eux sèmera même le doute. Un certain Tony Clifton, que beaucoup considéreront pendant longtemps comme une personne réelle, alors que bien sûr Kaufman était bien sous le costume. Et il s'amusera de ce quiproquo, faisant très souvent les premières parties de ses propres spectacles sous la peau de ce personnage, sans que personne ne voit rien. Il le fera également apparaître dans la série Taxi en tant que guest star, alors qu'il en était lui-même la vedette, sans que personne ne sache rien. C'est donc dans une certaine logique que Kaufman s'intéressera au catch, devenant un personnage méprisable et misogyne, proposant à des femmes de tenter de le battre sur le ring contre 1000 $, ce qui le conduira à des affrontements physiques et verbaux contre le catcheur Jerry Lawler, qui prétendra ne pas aimer le manque de respect de Kaufman envers son sport et envers les femmes. Évidemment, tout ceci est fabriqué de toutes pièces, et les deux construiront ensemble tout un scénario et une rivalité qui ira jusqu'en dehors des rings. I am sorry to use those words on television. I apologize to all my fans. I'm sorry. But you're a fucking asshole! A fucking asshole! You hear me? A fucking asshole!
Le comédien restera si souvent dans la peau de son personnage que ça lui coûtera beaucoup durant sa carrière, la télévision américaine ne voulant plus avoir affaire à lui. Il ira tellement loin dans ses canulars que le jour de sa mort, beaucoup pensaient que c'était encore une mise en scène et qu'il allait réapparaître un jour ou l'autre. Le film, porté par un Jim Carrey méconnaissable, rend un bel hommage à Andy Kaufman, qui restera comme un des artistes les plus brillants de sa génération. Voilà ce qu'il en est pour des films où on y trouve du catch. Et j'en oublie bien entendu. Mais qu'en est-il des films qui parlent de catch, qui se servent de cet univers comme fer de lance d'un récit? On peut en citer plusieurs, dans des styles bien différents. Le film noir, pour commencer, avec Les Forbans de la nuit, sorti en 1950 et réalisé par Jules Dassin. Le film est un modèle du genre, mis en scène d'une main de maître, et racontant l'histoire d'un truand, loser sur les bords, qui va décider de devenir promoteur de catch pour faire fortune, avant que bien sûr ses choix de vie et sa manière de faire ne le rattrapent. Dans un style similaire mais bien moins réussi, on a Requiem pour un champion, sorti en 1962, qui raconte comment un boxeur va devenir catcheur par la force des choses. On peut également citer La Taverne de l'Enfer, réalisé par Sylvester Stallone, et qui tentera de réitérer l'exploit de Rocky, sorti 2 ans plus tôt, mais sans succès. Malgré tout, Stallone remettra le catch en avant dans Rocky 3, où le personnage de Rocky affrontera le champion du monde, Lèvre de Feu, interprété par un jeune athlète prometteur, qui ressemble pourtant à un vieux gars, je vous l'accorde, un certain Hulk Hogan. Grâce à Hogan, le catch atteint une autre dimension dans les années 80. Après le succès du film, la Hulkamania fait son apparition, et Hogan devient une immense star, à tel point que sa popularité ira jusqu'en dehors des rings. On le verra dans bon nombre de films, des caméos pour certains, comme dans Gremlins 2 dans une scène méta complètement what the fuck, et dans des rôles titres pour d'autres, notamment dans la première moitié des années 90, où il enchaînera les séries Z foireuses, sans oublier bien entendu Cadence de combat, où il joue un catcheur, son propre rôle déguisé en quelque sorte, et où on se retrouve devant 90 minutes tellement débile que ça en devient fascinant. Autant vous dire que ce film fait pas beaucoup de bien au catch et à tous les clichés que ça véhicule. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être fun, comme dirait l'autre. Hogan ne sera pas le seul catcheur à jouer les acteurs. André le Géant fera son petit effet sur le grand écran, notamment dans Conan le Destructeur et Princess Bride. On croisera également Jesse Ventura dans Predator et Running Man. Roddy Piper tiendra le rôle titre d'Invasion Los Angeles de John Carpenter. Big Show nous jouera un Père Noël pas content dans La course aux jouets. Décidément, Schwarzenegger adore jouer avec des catcheurs. Triple H nous fera le vampire amoureux des Chihuahuas dans Blade Trinity. Kurt Angle, un champion de MMA badass dans Warrior. Et encore d'autres. Beaucoup d'autres. Certains feront même une transition complète des rings vers les plateaux. John Cena tout récemment, Dave Bautista, alias Batista, qui s'offre pour le moment une belle filmographie, et bien sûr Dwayne Johnson, plus connu dans le monde du catch sous le nom de The Rock, qui est aujourd'hui un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Mais fermons cette parenthèse des catcheurs-acteurs et revenons au catch américain dans le cinéma. Récemment, Une famille sur le ring est un bon exemple, retraçant la vie d'une véritable catcheuse, Paige, qui gravira les échelons du succès pour en atteindre le sommet, malgré un physique à l'opposé de ce qui est recherché dans ce genre de milieu. Une sorte d'American Dream Movie avec un scénario somme toute classique, mais évoluant dans un univers catchesque qui fait plaisir à voir. Un film qui fait honneur au catch, qui en explique les rouages avec respect, et qui offre de vrais moments galvanisants. Un autre film me vient en tête quand je pense au catch féminin, c'est Deux filles au tapis. Film testamentaire de Robert Aldrich, qui raconte l'histoire de deux catcheuses et de leur booker joué par Peter Falk, qui vont traverser le pays en quête d'argent et de gloire. Un road movie sorti en 1981, mais qui garde des traces du nouvel Hollywood, et de son rêve américain illusoire. On visite les bas-fonds de l'Amérique, à coups d'argent sale et de règlement de compte. Et malgré le style très terre-à-terre de son réalisateur, le film se termine sur un happy end qui est beau à voir. Mais il nous offre surtout un des plus beaux combats de catch du cinéma. Peut-être même le plus beau. Du moins celui qui se rapproche le plus de ce qu'est un combat de catch en termes de mise en scène et d'intensité. On est sur plus de 20 minutes de combat, et non seulement l'action dans le ring est pas dégueu, alors qu'il est réalisé sans doublure et que ce sont les comédiennes qui font tout le travail, mais en plus il y a un véritable enjeu, de belles entrées et une superbe fin qui font que c'est un des meilleurs films sur le catch. Pas le meilleur, c'est vrai, parce que le meilleur film sur le catch, on le devra à un certain Darren Aronofsky en 2008. C'est assez paradoxal de se dire que le film qui traite le mieux son propos est aussi celui qui ne lui fait pas tellement honneur. Dans The Wrestler, et mon accent anglais est magnifique je sais, le catch est un fardeau pour celui qui l'exerce, une sorte d'addiction qui ne fait aucun cadeau. Dans les années 80, Randy le Bélier Robinson est une véritable star. Mais quand le film nous l'introduit 20 ans plus tard, Randy n'est plus que l'ombre du catcheur qu'il fut jadis, se battant désormais dans de vieux gymnases devant le peu d'admirateurs qui lui restent. Entre deux matchs, il travaille au supermarché du coin, passe de temps en temps boire un verre au club de striptease, et rentre chez lui dans son mobil-home. Voilà ce qui résume sa vie. Mais au moment du combat de trop, sa santé le force à arrêter le catch. Et à partir de là, il se retrouve confronté à la pauvreté de son existence. Sans cette activité à qui il a tout donné, il n'est rien. Il n'a rien.
Une vague histoire d'amour se crée entre Randy et une stripteaseuse, mais c'est voué à l'échec. Le parallèle est trop évident. Le catcheur et la stripteaseuse portent le même fardeau. Deux activités où on offre son corps en pâture à un spectacle parfois malsain, où l'on doit jouer un personnage, et où la vieillesse n'a pas sa place. Il tente également de reprendre contact avec sa fille, qu'il a laissée de côté au profit de sa carrière. Aujourd'hui indépendante, elle n'a plus besoin de lui, mais lui laisse une seconde chance, qu'il arrive pourtant à foirer à cause de son personnage du bélier. C'est simple, quand le catch arrive dans sa vie, le reste s'effondre. Sa famille et sa passion sont vouées à s'affronter, et il n'y aura qu'un seul perdant, Randy. Mickey Rourke trouve le rôle de sa vie, se confond avec cette star déchue des années 80 marquée par les épreuves. Il est d'une sobriété déchirante, d'une vérité pure. Le film lui doit presque tout. Pour ce qui est du catch, on le montre sans les paillettes. Un deathmatch en milieu de film viendra enterrer pour de bon le côté flashy du business, montrant deux gladiateurs des temps modernes qui se sacrifient littéralement pour divertir un peuple constamment assoiffé de sang. On y verra aussi les dessous de la supercherie. Comment un match se construit, comment le vainqueur est décidé à l'avance, les discussions d'avant-match entre deux catcheurs qui se respectent et s'apprécient mais qui vont devoir s'entretuer dans quelques minutes avec leur consentement respectif. Les dessous de cet univers très spécial et transparent dans ce film. Et il ne pouvait pas en être autrement tant c'est la sincérité qui domine l'œuvre. The Wrestler, c'est l'anti-rêve américain. La preuve que tout peut s'effondrer. Même si Randy, sous fond de Guns N' Roses, en décidera autrement. Il est né pour le catch, et il mourra pour le catch, car c'est tout ce qui lui reste. Vous l'aurez compris, The Wrestler est un film fabuleux, qui traite son sujet avec beaucoup de vérité et qui dresse un portrait tout aussi passionnant qu'impactant sur le catch américain. Mais le catch, c'est pas qu'en Amérique, c'est aussi en Asie par exemple. En Corée du Sud, on a eu le droit à Full King avec Song Kang-ho dans le rôle principal, qui raconte l'histoire d'un employé maltraité par son patron et qui va décider du jour au lendemain d'apprendre le catch pour apprendre à se défendre et qui va finalement y prendre goût. Un film plutôt intéressant, sans plus, mais qui offre quand même un combat final hyper intense. Cependant, le catch en Asie, c'est surtout au Japon que ça se passe. Là-bas, c'est considéré comme un véritable sport, et pour cause, le catch japonais se veut plus intense, plus technique. Je vous invite par exemple à aller visionner un combat de catch de Hulk Hogan au Japon, et ensuite un autre combat de ce même Hogan en Amérique. Vous allez voir qu'il y a un énorme fossé entre les deux. Parce qu'au Japon, on catche pas comme en Amérique. Des films sur le catch japonais, j'en ai pas trouvé tant que ça. Le plus marquant restant The Calamari Wrestler, où un catcheur gravement malade va se transformer en calmar géant et va revenir sur le ring sous cette forme. C'est le Japon quoi, c'est pas censé être choquant. Mais en revanche, si on traverse le Pacifique et qu'on se rend au Mexique, bah là-bas, des films sur le catch, il y en a des tonnes. Bon, déjà je vais citer Supernacho, hein, pour les amoureux de Jack Black, comme ça je m'en débarrasse. Mais avant de vous parler de cinéma et de catch mexicain, je vais surtout vous parler de catch mexicain. Le catch mexicain, qu'on appelle plus communément lucha libre, c'est surtout une histoire de tradition. Ça relève presque du mythe. Le catcheur mexicain, le luchador, porte très souvent un masque. Ce masque, c'est son identité sur le ring. Et en aucun cas il ne doit le retirer car c'est signe de déshonneur. Parfois des matchs sont organisés entre deux luchadors, et l'enjeu est le masque de l'autre. Quand un luchador se voit forcé de retirer son masque après une défaite, ça signe généralement la fin de sa carrière, car l'aura de l'athlète disparaît. Le plus connu de tous les luchadors, c'est bien sûr Rey Mysterio, qui a commencé au Mexique, puis au Japon, avant de devenir une icône aux États-Unis, pays dans lequel il continue encore d'exercer. Mais il n'est pas la seule icône à porter un masque de luchador. Un certain El Santo peut lui aussi aisément prétendre à ce titre. À ceci près que ce dernier est hissé au rang de véritable légende en Amérique latine, grâce notamment à ses exploits fictionnels. Ça commence avec la bande dessinée, mais c'est surtout au cinéma qu'il va bâtir son héritage. Pendant plus de 2 décennies, il va sauver la veuve et l'orphelin dans pas moins de 53 films. Et c'est simple, dans ces films, il va combattre tout le monde. De simples bandits, mais aussi des robots, des gorilles, des aliens, des nazis, des vampires, des zombies. Bref, c'est un festival. Un véritable univers parallèle où un homme masqué ferait passer nos super-héros pour de petits insectes. Évidemment, j'ai pas tout vu, hein. J'ai pas assez d'une vie pour ça, mais j'en ai vu quelques-uns, et pour la curiosité, ça vaut le coup d'œil. Santo contre l'esprit du mal, Santo contre les zombies, et Superman contre les femmes vampires sont ceux que je vous conseille si ça vous intéresse. Et oui, en France, on l'a traduit par Superman. Forcément, c'est plus connu chez nous, même si ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, en parlant de la France, c'est vrai que nous aussi, on n'est pas en reste pour ce qui est du catch au cinéma. Sans parler des Reines du Ring, qui est assez catastrophique, le reste est plutôt intéressant, et d'ailleurs, on a tendance, nous aussi, à mettre en avant la lucha libre dans nos films. L'Homme au masque d'or, sorti en 1991, avec Jean Reno dans le rôle titre, qui joue un prêtre catcheur au Mexique, et qui se produit sur le ring pour financer son orphelinat. Mutafukaz, film d'animation franco-japonais, où un groupe de luchadors sont représentés comme de véritables justiciers.
compliqué. Et nos héros sont morts ce soir, qui se passe en France dans les années 60, dans un contexte d'après-guerre. Et d'ailleurs, le contexte social mêlé à la popularité du catch en France à cette époque est assez original pour être souligné. Le film raconte comment deux catcheurs masqués vont finir par s'échanger leurs personnages sur le ring, jusqu'à ce que cet échange prenne des proportions tragiques. Le parti pris est très louable. Le film a pas mal de lacunes, mais la proposition est assez originale pour attirer l'attention. La mise en scène des combats est carrément top, et le noir et blanc est assez bien travaillé. C'est un film français sorti en 2013, passé complètement inaperçu, mais qui mérite le coup d'œil. Et c'est sur ce film que j'en termine avec le catch au cinéma. Alors bien sûr, j'ai oublié beaucoup de choses, j'en suis conscient. J'ai essayé d'aller le plus loin possible avec mes connaissances personnelles, mais si vous avez d'autres films sur le catch ou avec du catch à me citer en commentaire, n'hésitez pas bien sûr. Et quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et je remercie CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre en description pour en savoir davantage et pour bénéficier de l'offre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et tout ce qu'il faut faire sur YouTube pour que ça marche, hein, tout simplement. Et surtout, ne faites pas de catch à la maison, parce que c'est dangereux quand même. Contentez-vous de le regarder, parce que c'est quand même vachement cool le catch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur Réservoir Vlog.